On peut peut-être m'introduire en 2 minutes pour que je commence. Oui. Donc, on va commencer maintenant. D'accord. Euh, Bonjour tout le monde. Euh, j'ai- je me présente, je suis docteur Bedoui Inès, professeur agrégé en neurologie à l'hôpital militaire de Tunis. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de présenter l'un de nos aînés, professeur Najib Kizeni, qui un professeur en neurologie à l'hôpital universitaire de Marrakech au Maroc et qui est le coordinateur national de télémédecine au Maroc. Donc, aujourd'hui, on a l'honneur d'entendre professeur Najib Kizeni dans une conférence de télémédecine pour l'épilepsie, pour le management de l'épilepsie au Maroc et l'expérience marocaine et africaine. Donc, à vous l'honneur, professeur Najib Kizeni. Merci beaucoup, professeur Inès Bedoui. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de partager ces 35 minutes ou 40 minutes avec vous. Donc, c'est vrai là, comme il y a des auditeurs, des collègues anglophones qui assistent, donc j'ai mis des slides en anglais et je vais présenter en français. Donc, tout d'abord, la télémédecine, c'est vraiment un grand chantier et c'est en fait l'avenir, surtout avant même la pandémie Covid-19, mais surtout avec la pandémie, vraiment tout le monde maintenant s'est mis sur la télémédecine parce que c'est le seul moyen de communiquer des patients, des médecins, des associations, entre experts, etc. Donc tout d'abord, comme définition, la télémédecine, ça inclut tous les moyens médicaux qui permettent de communiquer. Donc en fait, on peut échanger des informations par audio, par message, par vidéo, on peut échanger des EEG, des IRM de patients épileptiques et surtout, ça réduit les distances, les coûts et ça permet aux collègues de communiquer et de prendre des décisions à un temps vraiment très, très court. Donc, la télémédecine, elle concerne différents aspects dans l'épilepsie. Elle peut toucher les soins, tout ce qui est éducationnel, tout ce qui est social pour les associations, les patients et aussi la recherche. Donc, en fait, voilà tous les aspects où la télémédecine prend sa place. Donc, comme vous le voyez, en fait, on peut avoir des aspects de télédiagnostic, on peut avoir un télétraitement, on peut prendre en charge un patient et le traiter, un patient épileptique, télééducation, téléconférence, télérecherche, téléurgence, par exemple, un patient qui fait une crise grave, un état de mal épileptique, téléinfirmerie, télénursing, téléprescription, et aussi sur le plan social, télééducation, téléassistance à des patients, à des familles en détresse, et aussi téléavis, bien sûr, entre une association, un spécialiste ou un expert, ou entre deux experts. Donc, les avantages de la télémédecine sont nombreux. Tout d'abord, ça permet de diffuser l'information, de gagner le temps, d'accord, de réduire la dépense en termes de temps, de réduire les coûts. Il y a parfois des patients, ça existe dans la région MENA. On a des pays vraiment, par exemple, le Maroc, c'est presque 700 000 km². L'Algérie, c'est presque 2 millions de km². L'Égypte, c'est presque 1 million. L'Arabie Saoudite, etc. Donc, parfois, les patients, ils traversent de longs trajets pour venir voir le médecin. Et vraiment, il faut réduire les coûts par la télémédecine. Surtout dans les pays en développement, où il y a les spécialistes qui manquent. Ça permet aussi de diversifier la collaboration, de résoudre certaines situations faciles, comme par exemple les effets secondaires des médicaments. Vous avez un patient qui prend, par exemple, la carbamazépine ou le valproate, il développe des effets secondaires. Au lieu de revenir de 200 km ou 400 voir son médecin, il peut utiliser WhatsApp ou Zoom ou un autre système. Ça permet de résoudre certaines situations difficiles, par exemple, téléavis avec des experts. Et aussi avec la pandémie 19, pandémie Covid-19, la télémédecine est devenue vraiment cruciale parce que, comme vous savez, avec le lockdown des structures hospitalières, il y a beaucoup de patients qui se sont livrés en fait à eux-mêmes. Ils n'ont plus le contact avec leurs médecins, leurs spécialistes, leurs hôpitaux. Et ce qui reste en fait à leur portée, c'est de contacter leur médecin par WhatsApp ou par d'autres moyens pour assurer le suivi.
Donc, on va parler un petit peu de l'expérience du Maroc et de notre CHU de Marrakech en télémédecine en épilepsie. Donc, bien sûr, cette expérience a été développée tout d'abord à l'intérieur du Maroc. Donc, on a commencé il y a presque 10 années. Et voilà les quelques raisons qui nous ont poussé à développer la télémédecine. La première, c'est le nombre de neurologues. Vraiment, comme vous le voyez sur la carte, la majorité sont concentrés entre Casaraba, la capitale économique et administrative, 32% dans la région du Nord et de l'Est et que 12% dans la région de Marrakech. Au Maroc, on a presque Pardon, 180 neurologues. pardon, professeur. Oui. Pardon, professeur Lizeni. Pour professeur Tricky, il n'y a pas de partage de slides. Est-ce que c'est possible de repartager les slides? Ah, d'accord. Donc, là, c'est bon. Vous voyez bien les slides. Est-ce que c'est bon pour les autres participants, pour professeur Tricky? Oui, c'est bon. C'est bon. Pardon pour l'interruption. D'accord. Donc, en fait, je disais que l'expérience au Maroc, bien sûr, on a commencé par déjà développer la télémédecine au Maroc. Et voilà les raisons qui nous ont poussé à développer la télémédecine. Donc, tout d'abord, la répartition inégale des neurologues au Maroc. Comme vous le voyez, donc, on a presque 47% des neurologues au niveau de la région Casaraba, 32% de le nord et l'est, et que 12% dans la région de Marrakech, que 5% dans la région d'Agadir. Et vous voyez, tout le sud, il n'y a que 4%. Et là, vous voyez que parfois, il y a des patients qui traversent de longs trajets afin d'arriver chez le spécialiste. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de villes à côté de Marrakech où, normalement, les patients se déplacent pour venir jusqu'au CHU. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas assez de spécialistes dans les petites villes. Et d'autre part, parfois, il y a des problèmes assez complexes. Et vous voyez, donc là, on a trouvé que 40% des patients hospitalisés et 30% des patients externes viennent de ces petits points rouges. Et plus, en fait, le point il est important, plus le nombre de patients qui affluent sur Marrakech est très important. Et donc, en fait, ce qu'on avait développé en 2012, comme en fait, on le montre au niveau de cette carte-là, c'est qu'en fait, on a essayé un petit peu de développer des consultations itinérantes, c'est-à-dire d'envoyer les spécialistes vers les patients, mais vu la télémédecine qui s'est développée, donc en fait, tous ces patients maintenant, on évite qu'ils se déplacent et on essaie de les voir à distance. La troisième raison, c'est que, comme vous savez, au centre du Maroc, il y a le Moyen Atlas, et donc il y a des structures qui sont difficiles d'accès. Et par exemple, là, on a développé avec des régions comme Ouarzazate qui est au sud, donc en fait, ce qu'on appelait effectivement des consultations itinérantes, c'est-à-dire au lieu que les malades se déplacent vers Marrakech, en fait, on a envoyé plutôt des médecins, et ça, c'est ce qu'on avait fait en 2006-2008, mais ça, c'était avant que la télémédecine soit développée. Mais actuellement, en fait, commence à remplacer ces initiatives par des initiatives de télémédecine et on développe des réseaux par Zoom et par Webex et par d'autres systèmes et parfois juste par WhatsApp entre les patients et leurs médecins. Et ils commencent à consulter leurs médecins facilement. Donc, en fait, vous voyez tous les hôpitaux avec qui on avait des communications par consultation itinérante et avec lesquels maintenant on communique essentiellement par télémédecine. Donc, la quatrième raison, c'est en fait réduire les coûts. Et là, j'ai pris juste un petit exemple, par exemple, d'un patient qui vient de l'Aïoun, comme vous voyez sur la carte. Donc, l'Aïoun, c'est 708 km de Marrakech. Et on a juste pris pour un patient 3 façons de consulter. Soit il y a la consultation normale, ce qu'on voit par exemple, normal consultation à droite. Donc, le coût, c'est presque 140 $ américains parce qu'il doit se déplacer pendant 2 jours avec les repas, etc., et la consultation, versus une consultation par télémédecine, mais là, il va régler à l'hôpital, donc ce qui va coûter que 10 $, comme ce qu'il va payer à l'hôpital de Marrakech, ou bien une consultation comme ce qu'on a fait actuellement, c'est-à-dire qu'il paye juste les frais de connexion qui sont presque de 1 $. Et donc, vous voyez que le temps, vraiment, il est très, très avantageux pour cette technique de télémédecine qui permet de gagner beaucoup de temps, d'énergie et de moyens. Donc, la cinquième raison, c'est qu'en fait, notre roi a inauguré le 23 décembre 2016 vraiment le plus grand centre de télémédecine au Maroc, qui est à l'hôpital Ibn Tofayl, et vraiment que j'ai le plaisir et l'honneur de superviser, et dans lequel on est en train de développer beaucoup de techniques, et surtout, donc, il n'y a pas que la neurologie et l'épilepsie, mais on travaille avec d'autres disciplines
surtout, il faut avoir toujours un spécialiste au CHU et aussi un spécialiste au niveau des petites villes à côté. Et donc ça, c'était une expérience pilote qui a démarré dans la région de Marrakech-Safi, qui englobe 8 provinces et presque 4 millions d'habitants. Donc là, je vais résumer quelques expériences marocaines. La première, en fait, elle a commencé en 2010 et surtout, en fait, on utilisait à l'époque Skype. C'est pour discuter quelques cas d'épilepsie. Donc, bien sûr, on a beaucoup développé ça en 2013 et on avait même des groupes de travail à distance par Skype. La deuxième expérience, en fait, on l'a faite avec la ville de Safi. Comme vous le voyez sur la carte, la ville de Safi, c'est une ville où il y a un seul neurologue public à l'époque, donc en 2016, maintenant il y en a 3. Et donc maintenant, on discute beaucoup avec ces neurologues pour régler des problèmes et ça nous évite de déplacer les patients de Safi jusqu'à Marrakech. Et surtout là, on commence aussi à travailler avec les associations et avec le personnel hospitalier et beaucoup de problèmes sont résolus juste par Zoom et par Webex sans déplacer les patients. La troisième expérience, en fait, on l'avait faite avec les villes au nord du Maroc. Bien sûr, une fois ça s'est bien développé à Safi, il y a beaucoup d'autres associations qui nous ont contactés à partir de 2017. Et en fait, on faisait à chaque fois des réunions d'éducation sanitaire pour les patients épileptiques, de sensibilisation, d'hygiène de vie et tout. Et on avait quand même fait même un groupe WhatsApp des associations des patients épileptiques. Et à chaque fois, on les regroupait par des réunions Zoom, vraiment très, très bénéfiques. Donc, en fait, oui, on a aussi enseigné, bien sûr, aux patients, aux associations, aux membres, aux familles, comment utiliser les nouvelles technologies. Et donc, il n'y a pas que Zoom, bien sûr, il y a des patients parfois soit illettrés, soit qui ont un savoir minimal. Et donc, on utilisait parfois Viber ou WhatsApp pour régler certains problèmes. Et d'ailleurs, à chaque consultation, on prend le patient, on prend par exemple 5-10 minutes pour lui expliquer, voilà comment communiquer par WhatsApp. Et là, vous voyez par exemple une expérience avec les patients et les associations de Safi. Et donc, on est en train un petit peu de leur expliquer juste par WhatsApp. Donc, bien sûr, la télééducation s'est beaucoup développée en 2019. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de villes qui se sont regroupées. Et ça aussi, c'est l'avantage des télééducations par Zoom. En général, on peut se limiter, c'est-à-dire il n'y a pas de limite, on peut faire avec 30-40 associations. Il faut juste bien éduquer les patients à fermer leur micro, mais sinon, on peut gérer ça. Et vraiment, on a eu beaucoup de réunions. Parfois, on peut avoir jusqu'à une vingtaine d'associations dans différents sites marocains. Et vraiment, ça a donné de très, très bons résultats. En dehors du Maroc, bien sûr, comme le sujet, c'est surtout la région MENA, East Mediterranean Region. Donc, on va parler un petit peu du Maghreb, de l'Afrique, d'autres collaborations. Donc, c'est vrai, avant de parler de ça, j'aimerais juste parler un petit peu des patients illettrés. Donc, comme vous le savez, communiquer par Zoom, ce n'est pas possible avec quelqu'un qui est illettré, mais par WhatsApp, c'est tout à fait possible. Et ça mérite juste d'être un petit peu expliqué aux patients. Et comme vous voyez, par exemple, là, c'est un patient avec qui on a communiqué, chez qui on a prescrit un médicament, le Sabril, parce que son épilepsie de son enfant n'a pas bien évolué sous les autres médicaments. Et après, en fait, on a communiqué juste par des messages audio. Et vraiment, le message est bien passé. Et le médecin aussi, il peut voir la photo le patient, il peut voir la photo de son médecin, cliquer dessus, enregistrer un audio. Et après, il va avoir une réponse audio et le message passe très, très bien. Donc, pour les pays du Maghreb, la région MENA, là, bien sûr, on a commencé d'ailleurs avec l'équipe de Madame Chanez de Sfax, une première expérience. Donc là, il y a 3 ans de ça. Et donc, c'était entre Marrakech au Maroc et entre Sfax en Tunisie. Donc, en fait, on a fait un groupe de patients de Marrakech, donc on voyait sur la photo avec moi-même de notre centre de télémédecine et avec Madame Chanez et son équipe de Sfax. Et en fait, on avait discuté quelques petites présentations de télééducation qui se sont vraiment très, très bien passées. Donc après, bien sûr, on a créé le groupe Awareness, d'ailleurs grâce à Mme Chanez et à M. Raïb Gendil de l'Irak. Donc vraiment, on a développé beaucoup notre réseau dans lequel il y a une dizaine de pays qui sont connectés. Et vous voyez qu'on a même créé un groupe par WhatsApp, Awareness of Epilepsy, dans lequel bien sûr il y a Chanez, il y a mon collègue égyptien, il y a moi-même. Et vous voyez, en fait, on a déjà fait pas mal de travaux, c'est juste des communications, des discussions autour de l'épilepsie et surtout des préparations de sujets de recherche. Et d'ailleurs, on avait déjà bouclé un travail qui a été publié en Epilepsy and Behavior en 2020 à propos de Epilepsy and School dans la région MENA et un autre travail qui est en cours sur l'Awareness of
neurologists and non-neuropediatricians. Donc là aussi, qui a été finalisé et qu'on est en train de boucler avec d'autres travaux. Donc, bien sûr, on a travaillé avec notre groupe, Awareness Group de East Mediterranean Region depuis 2018. Et d'ailleurs, il y a pas mal de travaux qu'on a pu boucler, comme ces travaux-là sur les thérapies alternatives et complémentaires dans l'épilepsie. Comme je l'ai dit, l'épilepsie and school, knowledge and attitude, etc. Donc, ça, c'était fait au Maroc. Et surtout, en fait, le principal travail, c'est celui-là, donc la télémédecine dans l'épilepsie. How can we improve care, teaching and awareness? Donc, vraiment un article que je conseille à tous nos auditeurs en fait de lire, parce que là, il montre vraiment tous les aspects de télémédecine, comment préparer une session de télémédecine, quels sont les différents aspects de soins, de suivi, d'éducation sanitaire, de sensibilisation, quels sont les outils à utiliser, le Zoom versus les autres, etc. Quels sont les outils quand il n'y a pas de connexion Internet, il y a les outils satellitaires, etc. Et donc, vraiment, c'est très, très pratique. Le coût de la télémédecine, la législation et tout ça. Et donc, aussi, j'aimerais aussi insister sur un point important, c'est que là, il y a eu cette étude-là vraiment qui a comparé différents pays africains et de la région MENA. En fait, c'est tout ce qui est des initiatives d'apprentissage pour un peu les rejoindre, aussi bien en présentiel et surtout en télémédecine. Et en fait, vous voyez que vraiment, on a des pays vraiment assez avancés comme l'Arabie Saoudite. C'est vrai, il y a aussi la Tunisie et d'autres pays africains comme l'Afrique du Sud. Et donc là, vous voyez qu'ils s'approchent un petit peu du niveau de recommandé en fait en 2004. Donc là aussi, on a travaillé avec des collègues africains et donc on a vraiment toute une collaboration d'ailleurs avec nos collègues de la région MENA, nos collègues de la Tunisie, de l'Égypte. On est en train d'aider les collègues africains et là, vous voyez beaucoup de projets avec les collègues du Niger à droite, avec les collègues de la RDC. Donc, on a même une initiative de formation de médecins généralistes à la prise en charge de l'épilepsie. Et vraiment, on est très, très content de cette initiative. Donc, d'autres collaborations, comme on le voit ici, donc avec l'Inde, bien sûr, et avec l'Afrique, avec l'Inde à travers l'Afrique. Donc, on a même signé des MOU depuis 2018 entre le Maroc et l'Inde. Il faut dire que l'Inde, ils sont très, très avancés dans la télémédecine. Et vraiment, il y a même tout ce qui est télékiosque actuellement dans beaucoup de pays, en Arabie Saoudite, en Éthiopie, en RDC et même aux États-Unis, qui est quand même géré par des sociétés indiennes, comme la société OPS. Et là, vous voyez, à gauche, en fait, on avait une réunion avec des centres à Pondichéry en Inde et le centre de Marrakech. Et donc, on échangeait, on discutait des cas autour de l'épilepsie et d'autres sujets. Donc là, bien sûr, il n'y a pas que l'utilisation de Zoom, mais on peut aussi utiliser les téléphones portables, les WhatsApp, les autres applications très simples. Et là, comme je l'ai mentionné avec nos collègues africains, on a une bonne collaboration avec la RDC, Democratic Republic of Congo, et surtout avec un groupe de 8 médecins généralistes à Kinshasa, et plutôt à Lubumbashi, où malheureusement, il n'y avait pas de neurologue. Un neurologue vient d'être affecté il n'y a même pas 6 mois. Et vraiment, ces généralistes-là, ils sont très, très dynamiques et très participatifs. Et finalement, on a pu un petit peu les former à l'épilepsie. Et là, vous voyez, en fait, on échangeait même sur des groupes WhatsApp. Et vraiment, on est très satisfait de cette collaboration. Donc, qu'est-ce qu'on pourra aussi dire sur la télémédecine en neurologie en Afrique? Donc, en fait, c'est vrai, il y a quand même quelques petits points négatifs qu'il faut mentionner. Par exemple, dans la région MENA, c'est moyennement développé, mais dans la région africaine, par exemple, tout ce qui est pénétration de lignes téléphoniques, elle est très, très faible, elle est presque de 1,5%. C'était en 2012, c'est vrai, elle a progressé un petit peu. Le problème aussi d'Internet, la pénétration d'Internet dans les pays subsahariens, elle avoisine les 4,5%. C'est vrai, ça dépend par pays. Par exemple, le Rwanda, le Sénégal, c'est quand même des pays très, très avancés en Afrique. Mais d'autres pays, par exemple le Niger, le Tchad, la Gambie, etc., ils sont un petit peu en retard. Et aussi tout ce qui est pénétration des lignes fixes, etc. Donc, il y a tout un travail à faire. Et aussi les téléphones portables, leur pénétration est avoisine les 32%. Donc, ça aussi, ça limite un petit peu la télémédecine. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on fait nous? En fait, on travaille avec les pays déjà qui sont équipés en ces outils-là avec Internet. Et peut-être les autres, on essaie d'étudier comment développer ça avec eux. Donc, bien sûr, il n'y a pas que le problème de manque de spécialistes qui vont traiter les patients épileptiques,
mais il y a aussi un manque de médecins, de docteurs, de généralistes et surtout de spécialistes. Donc, et parfois, il y a même des pays africains où il n'y a même pas le médecin neurologue. Par exemple, il y a le Sud-Soudan, il y a la Gambie, l'Érythrée, il y a le Lesotho, les Swatini, par exemple. C'est ça les pays, parce qu'on a fait une étude sur le nombre de neurologues en Afrique. Là, il y a 5 ou 6 pays où il n'y a aucun neurologue. Donc, finalement, c'est qui prennent en charge l'épilepsie? C'est en fait les infirmières. Et donc, qu'est-ce qui a été fait en Afrique? Donc là, il y a pas mal d'initiatives qui ont été faites. Il y a par exemple des réseaux francophones, par exemple ce réseau d'Afrique francophone de projets de télémédecine avec Genève, surtout en Suisse, et donc qui a un petit peu permis de développer 15 pays ouest-africains avec des outils de télémédecine. Il y a aussi cette AMREF, donc African Medical Research Foundation, ce projet-là qui a augmenté un petit peu la qualification de 40 000 infirmières au Kenya. Et bien sûr, il y a tout un programme de vidéoconferencing, donc avec certaines zones comme le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Et quelles sont les initiatives, nous, qu'on a proposées? Donc, en fait, on est en train de développer le e-learning avec les collègues africains, bien sûr, avec les collègues aussi de la région MENA, et surtout, en fait, la collaboration Sud-Sud et principalement un programme d'éducation des infirmières et qui va être en fait détaillé tout à l'heure. Et là, vous voyez par exemple l'équipe du Niger avec professeur Fatimata Djibo, avec docteur Lamino qui est un méthodologiste et vraiment toute l'équipe des infirmières de Niamey au Niger qui sont tout à fait participants dans ce programme de formation. Donc, ce programme d'éducation des infirmières, bien sûr, on l'a initié avec le Niger, avec le Rwanda, avec le Malawi. Et là, vous voyez en fait les équipes d'infirmières. Et par exemple, ça, c'est avec Samuel Chigamba, donc vraiment qui est une personne très, très active. Et c'est lui qui a recruté toutes les infirmières pour l'équipe du Malawi. Rwanda, donc, merci beaucoup à Madame Chantal. Niger, à Madame Fatimata Djibo. On a aussi professeur Etimet du Niger, bien sûr, qui est un pays MENA, et aussi professeur Gams du Cameroun, avec les infirmières qu'on voit. Et donc, on a aussi un programme avec des régions du sud du Maroc pour développer la télémédecine dans ces régions-là. Donc, le planning de cette formation d'infirmière en épilepsie. Donc, voilà le programme. Tout d'abord, c'est quoi la télémédecine? Comment échanger par télémédecine? Après, c'est les éléments basiques d'épilepsie qu'il faut connaître, la crise, etc. Après, les éléments sémiologiques, c'est quoi le type de crise, les syndromes et tout. Après, la classification. Après, le diagnostic des épilepsies. Après, on va faire une formation sur l'EEG. Après, les investigations des épilepsies. Après, qu'est-ce qui pourra être confondu avec l'épilepsie, c'est-à-dire le diagnostic différentiel. Après, les étiologies des épilepsies et les causes. Après, comment traiter. Après, les aspects sociaux. Puis, comment éduquer les patients épileptiques, leur famille et la communauté. Après, bien sûr, des sessions pratiques dans chacun des 6 centres qu'on avait déjà désignés, par exemple au Maroc, au Cameroun et en Gambie, au Rwanda, etc. Et donc, tous ces centres-là, vraiment, ils vont un peu prendre la partie pratique et on va la faire par télémédecine, par Zoom ou par Webex. Donc, c'est vrai, ça, en fait, c'est tous les centres avec qui on a des projets. On a aussi développé des projets de télémédecine. Et donc, on attend des financements. D'ailleurs, avec le Rwanda, on a un projet vraiment très, très avancé. Et on a même le ministère de la Santé du Rwanda qui est impliqué. Et bientôt, il y aura un grand échange entre le Maroc et le Rwanda, et bien sûr avec d'autres pays africains. Qu'est-ce qu'on va aussi pouvoir faire, bien sûr, avec nos patients épileptiques, bien sûr, aussi bien dans la région MENA qu'en Afrique? En fait, on fait des sessions de télé-advice, donc de télé-avis, c'est-à-dire il y a des patients, comme on le voit, par exemple, c'est une patiente du Rwanda, bien sûr, elle a donné son consentement pour être filmée. En fait, on fait des présentations. On a commencé ça avec la Mauritanie en 2018, le Rwanda en 2019, et après, on le fait régulièrement. Chaque semaine, on voit 2 à 4 patients. Et vraiment, on a eu de très, très bons résultats avec des patients, surtout dans les pays où il y a peu de neurologues. Et parfois, c'est les infirmières qui prennent en charge. Et parfois, la prise en charge, elle doit être juste ajustée. Et vraiment, les résultats sont très, très encourageants. Donc, on développe aussi beaucoup de webinars. D'ailleurs, on les fait aussi bien dans la région MENA qu'en Afrique. Et là, en fait, on a un modèle et un exemple d'un webinar avec l'African Alliance Group qui connecte 35 pays. Et on voit vraiment Adam Janet, donc Dr Jabang, moi-même, et beaucoup de collègues de l'Afrique, du nord de l'Afrique et aussi de l'Afrique anglophone et même francophone.
Donc, bien sûr, il y a d'autres moyens d'éduquer et de former. Et grâce à notre African and Middle East Epilepsy Journal, donc en fait, on a rapporté pas mal de bonnes expériences de télémédecine. Et là, par exemple, sur ce journal-là qui est en free full text, vous avez le lien donc et on établit ici issus par an. Par exemple, là, on avait déjà publié pas mal de numéros. Et par exemple, là, en 2018, il y a cet éditorial qui parle Epilepsy Care, Education and Teaching, where we are with the latest new technologies. Et donc là, en fait, on a montré les différents aspects. Et bien sûr, on a pointé aussi tous les problèmes qu'on rencontre et un petit peu qui limitent le développement de la télémédecine. Donc, on va aussi parler un petit peu de la commission qu'on a créée, grâce à professeur Brody, le président du Bureau mondial d'épilepsie, qui a été créée. C'est ce qu'on appelle l'e-Solutions Commission. Donc, c'est une commission de télémédecine donc, qui a été créée par le Bureau mondial d'épilepsie en 2017. Et après, en fait, même la Ligue mondiale, grâce à professeur Samuel Wiebe, le past president, et aussi professeur Ellen Cross, l'actuel président. Donc là, ils nous ont impliqués dans la commission de télémédecine d'épilepsie. Et là, vous avez les membres donc, de la commission de l'IBE. Et vous voyez, en fait, on avait déjà publié un article qui met un petit peu les grandes lignes de cette commission en e-solutions, game plan, c'est-à-dire quels sont ses objectifs et quelle est sa carte de travail ou sa feuille de route. Et vous voyez, par exemple, là, en fait, on a rassemblé des documentations au sujet de la télémédecine, sur l'activité du bureau de télémédecine, et aussi, on a rapporté tout ce qui a été fait depuis la création. Et on a aussi identifié toutes les limitations du travail de cette commission de télémédecine. Et aussi, on a essayé de développer beaucoup d'initiatives avec les pays qui ont un besoin donc, et un manque d'expertise dans la télémédecine. Donc, qu'est-ce qui est demandé pour développer la télémédecine? Donc, tout d'abord, il faut être familier avec la télémédecine. Il faut développer beaucoup de collaboration. Et donc là, j'invite tous les collègues, aussi bien de la région MENA, au niveau de chaque pays, avec les collègues africains, à collaborer dans ce sens. Pensez à une bonne connexion Internet, c'est la priorité donc, pour une bonne en développement parce que vraiment, c'est là où il y a le besoin. Mais même les pays développés, comme les pays comme l'Australie, le Canada, il y a beaucoup de besoins de télémédecine vu l'étendue des pays. Et surtout, donc, il faut connecter différents networks. Par exemple, on a le network du Nord-Afrique avec l'Afrique, le Dream Network, donc entre l'Italie et l'Afrique, Ain Shams entre l'Égypte et l'Afrique, entre l'Inde et le Maroc, et aussi avec l'IHS, WHO, etc. Et donc, avec le Covid, la pandémie Covid, vraiment, la télémédecine a pris tout son essor et s'est beaucoup développée. Et là, j'aimerais juste souligner cet article-là qui a été publié en 2020 et qui a analysé en fait 225 réponses de spécialistes. Et donc, vraiment, avec le lockdown, donc, il y a beaucoup de cliniques et d'hôpitaux qui ont été fermés, ou bien l'activité a été tellement réduite. Et vous voyez, par exemple, les médecins se sont plaints d'une diminution importante, parfois jusqu'à 97% de réduction de leur activité. Donc, et parfois, ça a posé beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, aussi dans cette étude australienne, donc, ils ont trouvé que 65% des généralistes et 83% des spécialistes, ils ont remarqué vraiment une réduction très, très importante dans le nombre de patients qui consultent, d'où l'intérêt en fait de développer la télémédecine qui est vraiment l'outil indispensable qui ne pose aucun problème. Et là, en fait, juste maintenant pour le problème de connexion, là, c'est juste une petite astuce, comment contrôler votre débit Internet. Par exemple, là, sur votre portable, il suffit juste en fait, d'installer ce speed test que vous voyez ici sur votre portable. Donc, en fait, ça, c'est capture d'écran de mon portable. Là, vous cliquez dessus et là, vous allez avoir en fait cette échelle, il va vous donner Go. Et là, vous allez choisir quel est votre opérateur. Et après, il va calculer votre débit entrant et sortant. Par exemple, là, en fait, un jour, je l'ai mesuré dans une zone où il y a une faible connexion Internet. Et vraiment, c'était un débit descendant de 3,6 et un débit ascendant de 0,2, ce qui fait qu'il était très, très faible. Et par exemple, là, ça va causer des problèmes de communication. Donc, toujours pour s'assurer que vous avez une bonne connexion, il faut s'assurer d'un bon débit qui dépasse
les 10, 15, parfois jusqu'à 20. Les aspects légaux, donc bien sûr, tout ce qui est légal est vraiment crucial. C'est un point important. Ça dépend de chaque pays. Par exemple, au Maroc, dans d'autres pays, je pense qu'il y a des pays où ce n'est pas encore développé, mais par exemple, les pays européens, ils ont leur législation. Au Maroc, la loi a commencé en 2013 et finalement, il n'a été validé qu'en 2018. Et vous voyez que la dernière étape a été franchie le 15 janvier 2021. Et là, finalement, il a été approuvé et même généralisé, même au privé. Avant, c'était que pour les publics, avec respect de la confidentialité et tout. Et même pour le paiement, c'est maintenant possible pour les privés. Il y a un seul détail qui reste, par exemple, qui est en train de se développer au Maroc, c'est les data centers. Parce que comme vous savez, quand vous faites, par exemple, du Zoom ou du Webex, normalement, les données sont stockées dans d'autres pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut développer des propres data centers afin de stocker les propres données de chaque pays pour qu'il n'y ait pas de piratage et d'exploitation. Et donc, ces data centers, donc c'est vraiment un élément important. Par exemple, Zoom, c'est une société américaine, Webex qui est anglaise, Ops qui est indienne. Donc, ce qui fait, une fois que vous travaillez par exemple avec Zoom, toutes les données sont stockées en Angleterre. Et la loi marocaine, par exemple, elle interdit par exemple d'échanger des éléments de confidentialité avec les patients, même s'il est d'accord, si vous n'avez pas utilisé des data centers du Maroc. Et donc ça, c'est un petit peu le seul problème qui freine, mais il va être résolu bientôt. Donc, par exemple, là, c'est un data center très, très développé qui a été construit au Maroc récemment, comme on le voit. Et en Afrique, il y a beaucoup de pays vraiment avec beaucoup d'avancées, comme d'ailleurs le Rwanda, un petit pays vraiment qui vient de démarrer d'une guerre fratricide avec le Burundi, les Hutus et les Tutsis. Et vraiment, ils ont développé le plus grand data center de l'Afrique de l'Est. Là, c'est juste pour la région MENA, les data centers, comme vous le voyez. Par exemple, l'Égypte, c'est vrai, Chypre, c'est un pays plutôt européen, mais l'Arabie Saoudite, le Pakistan et l'Égypte, vraiment, c'est des pays assez avancés dans la région MENA en termes de data centers. Les autres pays, en fait, ça démarre. Pour réussir maintenant la télémédecine, il faut tout d'abord démystifier la télémédecine. Donc, ce n'est pas difficile pour tout le monde. Il faut avoir de la volonté, de la disponibilité. Il faut une bonne coordination entre les médecins, les infirmiers, les techniciens. Il faut un personnel entraîné. Il faut des équipements valables, computers, etc., des applications WhatsApp, donc une bonne connexion Internet, et surtout faire des tests avant et penser au décalage entre les pays. Et donc ça aussi, il y a un élément important, il faut toujours avoir des professionnels de santé qui sont entraînés. Et ça, juste, je vous montre ce travail qui a comparé donc, le nombre de professionnels de santé entraînés par 10 000 personnes. Et vous voyez, par exemple, comme je l'ai dit, donc l'Égypte et d'autres pays, donc ils sont quand même assez avancés, et même un petit peu la Libye aussi, d'accord, le Soudan, la Tunisie, d'accord, le Maroc ici, là. Donc ça aussi, c'est un élément important. Et là, vous voyez que la WHO, elle a établi le niveau à 23 et vraiment le global average, c'est normalement à 52. Donc là, quand même, il faut dire que la région, voilà, North Africa, on est quand même assez moyennement avancé. D'accord, la Libye, c'est la plus avancée. La région Ouest Africa, elle est un petit peu en retard. Et on voit par exemple Central Africa, ils sont quand même assez avancés, comme le Southern Africa, l'Afrique du Sud, c'est quand même les plus avancés, après la Libye. Donc là aussi, j'aimerais juste souligner quelques bonnes expériences que j'ai vues de cet atlas de télémédecine, donc fait par Rifat Latifi, donc en fait qui parle des principes de pratique de télémédecine ou bien du e-health. Et vraiment là, il mentionne des expériences au niveau de l'Albanie, du Monténégro et du Kosovo. Donc c'est vrai, ça c'était avant la guerre, en 2006. Après la guerre, malheureusement, il y avait un petit recul. Et vraiment, en fait, ils ont investi tout. Ils ont développé de grands réseaux de télémédecine au niveau de ces pays-là, de l'Albanie, du Monténégro, du Kosovo, la Macédoine. Et vraiment, maintenant, ils sont assez avancés, et même par rapport à d'autres pays européens. Et donc, comme vous le voyez ici, ils ont en fait établi vraiment des programmes de télémédecine assez avancés, aussi bien en neurologie, en épileptologie que dans d'autres spécialités.
Et donc, vraiment, il faut qu'on suive un petit peu cet exemple-là. Donc, pensez aussi, c'est vrai, il y a tout ce qui est projet de télémédecine. Il y a beaucoup de sponsors de projets. Et par exemple, là, j'ai pris cette copie-là, donc de cet article paru en 2017 dans Neurological Review, et donc qui montre tous les organismes en fait qui peuvent financer des initiatives de télémédecine, comme la WFN, la WHO, le PANS, le FNS, l'IBRO, la Ligue mondiale, la FDA, etc., l'American Academy of Neurology. Donc, il y a beaucoup d'organismes vraiment qui peuvent donner un financement, donc il faut juste proposer des projets. Donc, peut-être avant la conclusion, juste, on a insisté sur l'aspect soins, on a insisté sur l'aspect éducation sanitaire, sur l'aspect partage avec des experts, sur tout ce qui est télécongrès, téléréunions, et bien sûr tout ce qui est EEG. On peut aussi le faire facilement. On peut par exemple capturer l'écran, donc ça se fait de la part par exemple entre les médecins de deuxième niveau, des neurologues dans la périphérie avec des neurologues dans le CHU ou des neurologues experts. On peut par exemple prendre des captures d'écran de l'EEG et surtout partager. Et donc maintenant, il y a même des sites web et des serveurs où parfois on peut vraiment mettre toutes les données sur ces sites-là, essayer de partager. Et d'ailleurs, au Maroc, il y a vraiment 3 ou 4 sites, donc allotabib.ma et d'autres, où normalement les médecins spécialistes, ils payent des petites sommes mineures et normalement, ils peuvent avoir même des rendez-vous par télémédecine au sein de ces sites-là. Et donc, en conclusion, j'aimerais souligner que l'épilepsie, avec sa haute fréquence, surtout dans les pays en développement, comme on le sait, presque 80% sont dans les pays en développement et surtout en Afrique, et même dans la région est-méditerranéenne. Donc, c'est quand même le meilleur modèle de téléneurologie. D'ailleurs, il y avait un article qui a étudié toutes les pathologies neurologiques. Il a trouvé que l'épilepsie, les céphalées viennent en tête, et après, c'est les AVC, les mouvements anormaux et les autres maladies. Donc, ils peuvent bien s'apprêter à la télémédecine. Donc, bien sûr, on peut aborder les aspects scientifiques et sociaux. Ils peuvent être approchés par télémédecine. On peut discuter entre professionnels, entre malades, associations, entre les pays en développement et les pays développés. Et tout le monde peut bénéficier, comme on discutait tout à l'heure avec Finola. Normalement, les pays en développement, en fait, tirent le plus grand bénéfice de la télémédecine, vu le manque de moyens pour prendre les avions. On sait qu'avec la pandémie maintenant, c'est difficile de voyager, mais dans le futur, normalement, c'est des opportunités qui permettent aux médecins, aux jeunes médecins, jeunes neurologues, aux infirmiers, d'assister même à distance. Il y a aussi les pays en développement aussi qui tirent leur bénéfice de la télémédecine, comme je l'ai mentionné, les pays de grande surface comme les États-Unis, l'Australie, le Canada, où normalement la télémédecine règle beaucoup de problèmes. Le futur, c'est l'éducation et l'enseignement, comme j'ai parlé en fait de ce système de télémédecine et cette formation des infirmiers. Et surtout, ne jamais oublier qu'on peut utiliser des systèmes vidéo, des systèmes non vidéo. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup développé tout ce qui est non vidéo, par exemple les sites web, etc. Donc, il y a beaucoup de tutoriels, beaucoup de plateformes, etc. Et il faut avoir une bonne collaboration qui va faire bénéficier en fin de compte les patients épileptiques, leurs familles, les associations et tous les professionnels de la région Nord-Afrique, Moyen-Orient et aussi de la région africaine. Et je vous remercie. Merci, professeur, pour cette excellente conférence. On a beaucoup appris et je vois que au Maroc, vous avez beaucoup de recul dans la télémédecine ainsi que cette ouverture vers l'Afrique et ceci va sûrement mener à enrichir le réseau de la prise en charge de l'épilepsie en Afrique et dans d'autres pays. Je me permets, professeur Necip Tizeni, de vous poser quelques questions. La première, c'est celle de professeur Chehnez Triki, mon maître en épileptologie, une autre référence en Tunisie. Et je tiens cette occasion pour la remercier pour tous ses efforts qu'elle fait pour l'épilepsie en Afrique et en Tunisie. Et sa question, y a-t-il des études d'évidence pour la consultation par télémédecine? Oui, effectivement, merci, cher collègue Chanez.
Donc, effectivement, pour la validation, d'ailleurs, il y avait une étude faite par James Patterson, donc, qui est un expert anglais, et d'ailleurs qui est avec nous dans la commission de e-Solutions du Bureau mondial d'épilepsie, et en fait, qui avait validé une technique. En fait, c'est juste une application où normalement, il y a tout un ensemble de questions, et après, le patient, il répond tout seul, et après, en fait, ça lui donne une probabilité diagnostique. Donc, est-ce que c'est une probabilité élevée? Comme ça, il va voir son médecin. Est-ce que c'est une faible probabilité? Donc là, il faut juste surveiller. Et donc, ça a été validé donc, en anglais, ça a été validé en langue népalaise. Et en fait, c'était en cours de validation dans quelques pays africains. D'accord. Donc, la deuxième question, c'est de Dr Nejla Kamou. Pour le secteur privé, comment les médecins vont être payés pour ces téléconsultations? Oui, effectivement, ça c'est une question qui revient surtout pour les collègues privés parce que nous, par exemple, moi aussi j'ai la casquette du CHU, donc on ne demande pas à être payé, on a payé par l'État. Mais c'est vrai, là, par exemple, au Maroc, ce n'est pas en Tunisie, qu'est-ce qu'elle dit la loi? Mais au Maroc, depuis le 15 janvier 2021, donc en fait, la législation, elle autorise les médecins privés à être payés par acte de télémédecine. Ce qui se faisait avant, c'était un peu illégal. Les médecins, parfois, ils demandent parfois aux patients de payer par cash ou à cash ou par virement bancaire. Et une fois il fait le virement, il envoie par WhatsApp le papier. Mais ça, ce n'est pas légal. Donc, bien sûr, ça court des risques gratuits aux médecins. Mais depuis le 15 janvier, maintenant, c'est tout à fait autorisé. Le seul problème, par exemple, qu'on a au Maroc, c'est que la bancarisation des Marocains, je pense, elle ne dépasse même pas 40%. C'est-à-dire que vous avez 60% qui n'ont pas de carte bancaire. Donc là, comment payer? Mais là, par exemple, les collègues indiens, ils ont des solutions de cartes prépayées. Ou parfois, il y a même des solutions de payer par leur abonnement téléphonique. C'est-à-dire vous pouvez juste donner un petit code et comme ça, c'est prélevé de votre code téléphonique et ça paye la consultation. D'accord. Je ne sais pas en Tunisie, qu'est-ce qu'il dit la loi, mais par exemple, en Suisse, aux États-Unis, en France, c'est tout à fait légal de payer des consultations de télémédecine. Je me permets de vous répondre. En Tunisie, il n'y a pas de loi et je pense que les consultations de télémédecine sont faites de façon gratuite puisque le professeur Chernestri qui s'en occupe et qui a la casquette de CHU et qui aime donner gratuitement. Ah, d'accord. Mais pour les D'accord. privés, ils font aussi gratuitement? Je pense que la télémédecine en Tunisie pour le secteur privé, ça commence petit à petit. C'est-à-dire, c'est pas très développé, mais je pense que ça va être développé ultérieurement. Ça, c'est certain. Tant que professeur Shehnaz Triki est là et elle soutient cette méthode d'éducation et de prise en charge de l'épilepsie. D'accord? Parfait. Mais je pense qu'on a fait beaucoup de choses dans lesquelles on doit collaborer. Échange d'expérience, d'expertise et de partage. Tout à fait. Professeur Najib, j'ai une petite question par rapport au développement de la télémédecine au Maroc. Deux petites questions. La première, est-ce que cette méthode de travailler par la télémédecine, ça a commencé quand, pour la première fois? Parce que je vois Donc, en qu'au fait, Maroc, c'est très développé, la télémédecine, et ça a pris ça a pris beaucoup de volume avec une ouverture sur toute l'Afrique. Ça doit prendre au moins des dizaines d'années, n'est-ce pas? Ou c'est ça. En fait, c'est vrai, nous, on a la chance quand même à Marrakech parce que notre directeur de CHU, qui était promu secrétaire général du ministère, c'est grâce à lui en fait qui a développé cette technique-là. Parce que c'est vrai, comme Marrakech, c'est quand même la zone la plus reculée au sud. Donc, en fait, là, je l'avais d'ailleurs montré sur mes diapos. Normalement, quand par exemple, on vient du sud vers de Marrakech vers le sud, on a beaucoup de régions, comme on le voit ici. Donc, par exemple, il y a beaucoup de villes où il n'y a pas de neurologue. Donc, en fait, c'est ces patients-là en fait, qui posent le plus grand problème. Et normalement,
Ça a été développé parce qu'il y avait aussi le problème de la régulation. Parce qu'un patient, par exemple, de 300-400 km, avant de venir vers le CHU, il faut qu'il contacte par téléphone. Donc ça, c'était l'outil qu'on faisait avant, c'était par téléphone. Il y avait un centre de régulation afin de lui donner le feu vert de venir ou pas. Parce que si son spécialiste est sur place à 400 km, il ne faut pas qu'il vienne. Et en fait, c'est comme ça comment la télémédecine a démarré aux années 2010-2013. Donc, c'était un système de régulation pour éviter l'afflux sur Marrakech. Et après, en fait, il y avait d'ailleurs l'inauguration du grand centre en 2016. Et je pense à partir de 2016, on a eu aussi la visite des collègues indiens. Et donc, on a signé des MOU, etc. Mais je pense que les Indiens, ils sont assez avancés dans ce domaine. On pourra tirer pas mal de choses de leur expertise. Tout à fait. Il y a aussi, en fait, je n'ai pas détaillé en fait, tout ce qui était les kits. Parce que là, par exemple, nous, on travaille avec des kits de sociétés indiennes. Dans le kit, en fait, il y a le CG. On peut faire un télé-ECG. Il y a l'EEG. On peut faire le télé-EEG pour les patients. On a aussi la saturation. Par exemple, les patients qui font des apnées, etc. On peut faire le stéthoscope, le tensiomètre. Et tout ça peut être fait à distance. C'est-à-dire, vous avez un kit. Et les sociétés indiennes, en général, ce n'est pas que je fais de la publicité, mais la qualité-prix, vraiment, elle est remarquable parce que ça coûte dans les 4 000 à 5 000 dollars, alors qu'il y a d'autres sociétés, d'autres pays où ça coûte dans les 8 000, 10 000 dollars. Et normalement, il suffit de former une infirmière, bien formée, même à 400-500 km. Et là, il pourra vous passer le patient pour vidéo, pour parler avec lui, après, pour faire le G et procéder au diagnostic. D'accord. Merci, professeur Najib Tizeni. Mais j'ai une deuxième question, petite question, c'est-à-dire par rapport à cette manière de travailler. Est-ce que vous avez un protocole ou c'est un protocole de prise en charge ou un programme ou c'était développé petit à petit avec c'est-à-dire une progression progression pays par pays? Non, en fait, on a développé en fait un protocole. Et d'ailleurs, ça, c'était avec les collègues dans notre CHU, la fac de médecine. C'est vrai, le CHU, c'est plutôt tout ce qui est soins, tout ce qui est formation des infirmiers, et avec la fac, tout ce qui est formation, par exemple, des médecins. Donc, en fait, on avait fait des protocoles. Et d'ailleurs, moi, je coordonne tout ce qui est, on fait des téléavis. Par exemple, là, je pourrais partager avec vous, en fait, la session de téléavis qu'on fait. Et d'ailleurs, vraiment, ça, c'est très, très pratique. Donc, normalement, quand, c'est pas, vous voyez mon écran, par exemple, ça, en Oui. fait, c'est un programme de téléavis qu'on fait. Et vous voyez qu'il n'y a pas que la neurologie. Ben là, on a la rééducation motrice, on a la pédiatrie, la dermato, la rhumato, chirurgie cardiovasculaire, etc. Donc, en fait, chaque jour, il y a une horaire. C'est vrai, moi, je coordonne avec les collègues, mais il y a des collègues régulateurs qui permettent de connecter. Donc, les CHU, en fait, c'est les animateurs, c'est des professeurs. Et de l'autre côté, il y a les 8 régions à côté de Marrakech. Donc, en fait, comme ça évite aux patients de se déplacer juste pour des avis. Donc, en fait, il y a tout un protocole pour les téléavis, pour les téléconsultations. Et il y a même, par exemple, les collègues réanimateurs qui ont développé même ce qu'on appelle CPRA, donc des consultations pré-anesthésiques par télémédecine. Au lieu que le patient qui va être opéré se déplace jusqu'au CHU, en fait, l'infirmière avec tensiomètre ECG pourra tout faire à distance et le réanimateur, il voit par vidéo. D'accord. Merci, professeur Najib Tizen, pour cette excellente conférence et ces réponses assez satisfaisantes pour nos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est tout comme question. C'est une Merci bonne beaucoup. occasion. C'est une excellente occasion d'avoir votre connaissance et de partager cette expérience que j'espère qu'elle soit développée de plus en plus et encore en Tunisie et dans d'autres pays. Merci, professeur Najib Tizeni. Donc, je vous Merci dis, beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, à la prochaine. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.
Au revoir. Au revoir, Inès. Au revoir, professeur. Au revoir.